savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. C'est pour cela qu'on dit souvent que le poisson pourrit toujours par la tête. Et si vous laissez un idiot à la tête de votre pays, la suite est logique. Denis Sassou Nguesso est un cas d'école. Par ailleurs, allons-nous individuellement et collectivement, tant au niveau citoyen, politique et militaire, accepter qu'un peuple d'idiots produit naturellement et ou accidentellement des dirigeants et ou des despotes idiots? Certainement pas. Alors, même ça soit sali discours na la fa beleli mindondo anasa mindondo mboge tambola. En tout cas, je ne sais pas si je rêve, mais en fait, ces jeunes, je ne sais même pas s'ils sont congolais, c'est Koulouna, c'est bébé noir, parce que dans la plupart des cas, ce sont des jeunes qui ont fui la peine de mort en RDC, donc à Kinshasa, et qui se réfugient dans les parcs de Brazzaville et de Pointe-Noire pour tuer des innocents. Et ils ont pour modèle le président de la République. Donc vous rendez-vous compte à quel point Sassou a baissé le poste du président de la République, qu'il est assimilé au grand banditisme, et tout un pays comme le Congo est aujourd'hui considéré par des grandes puissances comme un État terroriste. Mais il est temps que le PCT puisse comprendre que ça ne peut plus continuer. Il faut laisser la main aux jeunes, aux gens qui ont la volonté de servir ce pays. Vous avez assez volé, vous vous êtes assez enrichi, s'il vous plaît. L'homme que la France a choisi de nous imposer pour maintenir sa domination sur le Congo, qui est Denis Sassou Nguesso, pour des raisons simples. C'est que Sassou, d'abord, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. C'est pas, quand je parle de l'intelligence, ce n'est pas des petits calculs machiavéliques, diaboliques, consulter les féticheurs, ou je ne sais pas quoi, non. Je parle d'intelligence dans le sens où être conscient du bien ou du mal. Quand vous êtes conscient du bien ou du mal, c'est que vous avez ce qu'on appelle le discernement. Donc vous êtes comme un humain, vous n'êtes un animal, vous êtes donc quelqu'un d'intelligent. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la dissonance cognitive, pour ceux qui ont l'habitude de s'instruire, il n'y a pas besoin d'être scientifique pour savoir. Je pense que Sassou Nguesso, de mon point de vue, n'est pas quelqu'un d'intelligent. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de chefs d'État africains de son époque qui ont passé des accords justement secrets avec la France pour être acceptés comme amis de la France, c'est-à-dire entrer dans le cercle restreint des hommes de Foka et de la France-Afrique. Il fallait signer des accords secrets qui donnaient à la France, d'une manière cachée, la possession directe de nos pays. Et au Congo, c'est Sassou Nguesso qui a été donc conseiller à Foka, je pense plus précisément par les Corses, parce qu'il a des liens avec les Corses qui ont vécu au Congo de la coloniale, comme les Philippe Tchadi et tout ça. Ce sont eux qui, par les réseaux ELF, ont présenté Sassou. Bon, on peut aussi dire que depuis qu'il a fait l'école d'Alger, il a dû être approché par les services secrets français. Donc Sassou Nguesso a été choisi parce qu'on détecte les moins bons, si vous voulez. La stratégie des Blancs, c'était de détecter, plus précisément des Français, c'était de détecter les moins intelligents, les gens capables de vendre leurs frères, les gens capables d'accepter que leur pays devienne l'objet de pillage. Et ces gens-là, une fois qu'on les a détectés, on en fait des amis de la France et on signe avec eux des accords secrets, leur garantissant la longévité au pouvoir, leur garantissant la corruption. C'est pour ça que j'ai toujours dit, M. Denis Sassou Nguesso, j'appelle moi toujours vieux dictateur, sanguinaire et corrompu. Ce n'est pas pour rien que je le dis. Ça l'énerve souvent parce que j'ai des retours, parce qu'en fait, il se reconnaît là-dedans. Quand il dit il est injurieux, il m'injurie, en fait, je ne l'injurie pas. C'est parce que je touche le point sensible que beaucoup de gens ne connaissent pas.
Donc Sassou Nguesso est réellement incorrompu, il n'est pas le seul. Tous ceux qui ont été cooptés par Foka, ce sont des gens corrompus. Donc Sassou Nguesso en est un. Et pourquoi, je sais pourquoi, c'est pourquoi je l'appelle toujours, je le lui rappelle en fait, toujours en disant que c'est un dictateur. Et encore même la dictature, souvent chez nous, il faut que les gens retiennent bien cela aussi, il est souvent utilisé parce que c'est les Blancs qui leur demandent cela. Vous voyez, quand la France vient, elle a besoin de prendre possession de votre pays, et elle sait que le peuple peut se révolter et chasser leur instrument, c'est-à-dire le cas de Congo, Sassou Nguesso. Alors, donc, pour empêcher le peuple de se révolter, il faut imposer une forme de dictature. Il faut imposer une dictature féroce, souvent, pour tenir le peuple en laisse. Donc, c'est une des exigences, c'est une des conditions qui leur sont imposées par leurs maîtres, ceux qui les ont choisis, pour que le peuple ne bouge pas. Donc, la dictature n'est pas souvent le fait de ces gens-là, c'est souvent... ça fait partie des clauses du contrat. Voilà. Alors donc, Sassou Nguesso, que j'appelle dictateur parce qu'il l'est, comme tous les autres, que je dis sanguinaire parce que lui, il aime le sang, les Tongolais le savent, et parce qu'en dehors du côté occidental qu'il a adopté, le blanc qu'il a adopté, il a aussi le côté diabolique, il aime les pratiques fétichistes, il aime... et lui, son totem fonctionne avec le sang. Lui et ses adeptes, de la Chambre Dominique, enfin, tous ceux que lui nous impose aujourd'hui, Denis Christel, Sassou Nguesso, enfin, tout son clan, toute sa clique, ils sont dans la même lignée, dans la même démarche. Donc, quand je dis Denis Sassou Nguesso, le vieux dictateur sanguinaire et corrompu, ce n'est pas une insulte, c'est une réalité, je ne fais que toucher du doigt la réalité. Et c'est là où ça fait mal. C'est pourquoi Sassou m'en veut, traite de quelqu'un d'injurieux, je n'ai jamais... traiter d'autre chose que de cela. C'était vrai, je n'ai jamais insulté Sassou d'autre chose que de dire que c'est un dictateur, ça ne l'est pas en plus, tout le monde le sait, et il n'est pas le seul. On peut être idiot partiel ou total. Oui, effectivement, mais je rappelle quand même que vous parlez d'un président de la République. Italio. Non, il n'est pas complice, il est idiot. Hein? Je suis désolé. Non, mais là, vous parlez d'un président de la République, non? L'idiotie, ce n'est pas illégieux. Oui, je sais, mais je dis vous parlez d'un président de la République, quand même. C'est une maladie, l'idiotie. Mais là, vous parlez quand même d'un président de la République. Parce que l'idiotie, c'est quelqu'un qui n'a aucune attention sur le mal qui lui arrive. Les enfants naissent comme ça. On peut être idiot partiel ou total. Oui, effectivement, mais je rappelle quand même que vous parlez d'un président de la République. Italio. Discours sur la servitude volontaire. Si tu ne connais pas ce texte, il a été écrit par un jeune homme de 18 ans en 1548. Et pourtant, il est toujours d'actualité parce qu'il questionne les mécanismes de la soumission et la légitimité du pouvoir. Je t'explique l'idée principale en 2-3 minutes. Dès la première page, la Boétie expose son projet. Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de nations, supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne. Là déjà, il y a deux choses. Les hommes se disent contraints d'obéir à l'autorité, mais ils pourraient numériquement la renverser. Donc ce n'est pas comme ça que fonctionne le pouvoir. Un tyran n'a de puissance que celle qu'on lui donne. Donc dès le départ, c'est une clarification importante. La domination n'est pas quelque chose que l'on subit passivement, sinon il suffirait de la contester. La domination, c'est quelque chose qu'on participe activement à produire. C'est la servitude volontaire. Le sujet participe à la domination qu'il subit. Reste à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on préfère se soumettre plutôt que d'assumer notre liberté? Étienne de la Boétie donne 3 explications. La première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Par la tromperie ou la violence d'un tyran, mais aussi la lâcheté et la médiocrité de certaines personnes, la tyrannie s'installe. Mais ensuite, c'est l'habitude d'obéir qui fait que la tyrannie reste. Ceux qui vivent depuis longtemps ou naissent dans une tyrannie ne savent plus ce qu'est la liberté, donc ils ne peuvent plus la désirer. N'ayant pas même vu l'ombre de la liberté et n'en ayant pas entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. La deuxième raison qui fait que l'on accepte la tyrannie, c'est que le tyran distrait le peuple et le rend bête. La Boétie écrit « Tous ces peuples se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter. Les jeux, les farces, les spectacles et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. » Ça me semble terriblement d'actualité.
Et la troisième raison pour laquelle on se laisse soumettre, c'est que les tyrans usent d'artifices pour paraître plus intelligents, plus importants et donc plus légitimes à avoir le pouvoir. Et ça aussi, c'est très d'actualité. Donc Étienne de la Boétie ne nous accuse pas de nous laisser tyranniser et de ne pas vouloir être libre, non. Il nous invite plutôt à prendre conscience de la vraie nature du pouvoir pour s'en débarrasser. Parce qu'aucune tyrannie ne peut durer sans qu'à un moment ou un autre, on y participe. Non seulement en obéissant, mais aussi en faisant obéir les autres, en participant alors soi-même à la tyrannie. Et la fin du texte insiste beaucoup là-dessus. Pour Étienne de la Boétie, il existe des relais, des serviteurs du pouvoir qui l'aident parce que le pouvoir leur profite. Parce qu'ils préfèrent leurs petits intérêts personnels que l'émancipation collective. Mais alors qui sont ces serviteurs de la tyrannie? Alors certains le sont plus que d'autres, mais on l'est tous un peu parfois en réalité. Toutes les fois où on défend nos intérêts aux dépens des autres, où on ne respecte pas leur liberté, où on donne des ordres. Toutes ces fois, on entretient une tyrannie dont on est aussi la victime. Et c'est pas vraiment notre faute, car on est tellement habitué à la tyrannie qu'on finit par y participer. Mais il faut s'interroger, je me plains de l'injustice, mais quand est-ce que moi aussi j'y participe? Il y a donc une responsabilité collective, non pas de combattre la tyrannie, mais juste d'arrêter de la soutenir en refusant d'obéir et de faire obéir. Finalement, Étienne de la Boétie propose un programme moins ambitieux, mais très enthousiasmant contre la tyrannie. Ne pas cautionner la tyrannie et encore moins y participer. Et retrouver le désir de la liberté, notamment en s'éduquant. D'ailleurs, à la toute fin du texte, Étienne de la Boétie écrit « Apprenons donc, apprenons à bien faire, levons les yeux vers le ciel pour notre bonheur ou pour l'amour de la vertu. » Comme d'habitude, le texte est dispo en PDF sur mon profil TikTok. Donc pensez à vous abonner et surtout à repartager la vidéo, c'est super important. Et puis dites-moi en commentaire, d'après vous,